un être humain peut pardonner une erreur à son enfant, fermer les yeux sur une seconde, mais la trahison, jamais. Ma fille, ma chère, celle pour qui j'ai sacrifié toute ma vie, Zoé, m'a menti d'une manière si dévastatrice que ce mensonge n'a pas seulement brisé mon cœur, il a réduit en miettes tout mon passé et tout mon avenir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une mère dont la confiance envers sa propre fille s'est effondrée et pourquoi, depuis ce jour, je n'ai jamais pu lui pardonner. Zoé était ma fille unique, mon trésor le plus précieux sur cette terre. Je l'avais élevée avec un amour et une attention infinie, au point que l'idée même qu'elle puisse un jour perdre sa sincérité envers moi ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Elle avait toujours été une enfant responsable, travailleuse, profondément attachée à moi. Lorsqu'elle obtint son diplôme avec mention et décrocha un poste dans une entreprise réputée, ma fierté fut telle que je ne cessais d'en parler à tous nos voisins, le cœur gonflé d'admiration. Quand mon mari, que Dieu ait son âme, nous quitta il y a des années, Zoé et moi nous sommes retrouvés seuls au monde. Nous avions alors juré de rester unis, convaincus que rien ni personne ne pourrait jamais ébranler le lien sacré entre une mère et sa fille. C'est pour cela que, lorsqu'elle commença à passer ses étranges coups de fil et que je sentis qu'elle me cachait quelque chose, je choisis d'étouffer la petite voix au fond de moi et de me persuader que tout allait bien. Ma fille parfaite, celle qui me confiait tout, avait soudain cédé la place à une inconnue. Elle s'enfermait dans sa chambre, parlait à voix basse, coupait précipitamment son téléphone dès que j'approchais, puis me lançait un sourire forcé. Ce changement fut si brusque, si tranchant, que j'ai d'abord voulu croire qu'il ne s'agissait que de stress au travail. Mais il existe ce qu'on appelle l'instinct maternel, cette voix dérangeante qui, du plus profond de vous, murmure que quelque chose ne va pas. Et cette voix, en moi, hurlait chaque nuit que ma fille me cachait une vérité grave, peut-être même qu'elle était en danger. Quand elle commença à me demander des sommes d'argent importantes, des montants qu'elle ne m'aurait jamais réclamés auparavant, sous prétexte d'une opportunité d'investissement urgente ou pour aider une amie, ce fut la première étincelle d'un feu de méfiance que je n'arriverai plus à éteindre. La jeune femme pétillante, dont les rires remplissaient la maison, avait disparu, remplacée par une ombre. Elle s'enfermait dans sa chambre, parlait à voix basse, coupait précipitamment son téléphone dès que j'approchais, puis me lançait un sourire forcé. Ce changement fut si brusque, si tranchant, que j'ai d'abord voulu croire qu'il ne s'agissait que de stress au travail. Mais il existe ce qu'on appelle l'instinct maternel, cette voix dérangeante qui, du plus profond de vous, murmure que quelque chose ne va pas. Et cette voix, en moi, hurlait chaque nuit que ma fille me cachait une vérité grave, peut-être même qu'elle était en danger. Quand elle commença à me demander des sommes d'argent importantes, des montants qu'elle ne m'aurait jamais réclamés auparavant, sous prétexte d'une opportunité d'investissement urgente ou pour aider une amie, ce fut la première étincelle d'un feu de méfiance que je n'arriverai plus à éteindre. La jeune femme pétillante dont les rires emplissaient la maison avait disparu, remplacée par une ombre. Elle évitait mon regard à table, ne touchait plus à ses plats préférés, semblait absente, terrifiée et marchait voûtée comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Et malgré tous ces signes, mon amour aveugle de mère et ma confiance absolue en l'unique pilier de ma vie l'emportaient toujours. J'ai refusé d'admettre qu'elle puisse me mentir, ou pire, me tromper. J'ai préféré croire à une simple période de fragilité et j'ai choisi de la soutenir. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. Cet hiver-là, j'avais été clouée au lit par une pneumonie sévère. Pendant ces jours sombres passés à l'hôpital, Zoé ne m'avait pas quittée une seule seconde. Elle courait d'un médecin à l'autre, cherchant désespérément le meilleur traitement pour moi. Sa dévotion avait effacé tous mes doutes récents et ravivé ma foi en elle. Lorsque les médecins annoncèrent que mon état restait critique et qu'une opération urgente, coûteuse, était nécessaire, je vis la détresse dans son regard et sans hésiter un instant, je lui remis l'acte de propriété de notre maison,
celle où nous vivions depuis tant d'années. Je croyais de tout mon cœur que cet argent allait sauver ma vie. Ne t'inquiète pas, maman, je ferai tout ce qu'il faut. S'il le faut, je ferai venir un chirurgien spécialisé de l'étranger, mais tu vas guérir, m'avait-elle dit d'une voix tremblante, les yeux embués de larmes, des larmes que je crus sincères. Ce jour-là, je lui ai confié non seulement ma maison, mais aussi ma dernière respiration. Le jour de ma sortie, on m'annonça que l'opération s'était parfaitement déroulée. Pourtant, Zoé disparut aussitôt, prétextant une réunion urgente. C'est une voisine qui vint finalement me chercher à l'hôpital. Je savais que la maison était vendue, que tout l'argent était entre ses mains et que je n'avais plus rien, mais je ne doutais pas une seconde qu'il avait servi à payer mon traitement. La vérité me frappa plus tard, lors d'un banal contrôle chez mon médecin de famille. Avec un calme glacial, il m'expliqua qu'il n'existait aucune trace d'une telle opération dans mon dossier médical, que j'avais simplement reçu un traitement standard par antibiotiques et que la somme astronomique remise à Zoé n'avait rien à voir avec l'hôpital. À cet instant, j'ai eu l'impression qu'un torrent d'eau glacée m'était versé sur la tête. Je ne me souviens plus comment j'ai quitté le cabinet, ni comment j'ai marché tout ce chemin jusqu'à ce qui n'était plus ma maison. Dans ma tête résonnaient seulement ces mots « Vous n'avez jamais été opéré » et dans ma poitrine, une douleur aiguë, celle de la trahison pure. Quand je suis entrée, elle m'a regardé avec un air faussement inquiet, comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas vendu le toit sous lequel j'ai vieilli pour me condamner à la misère. Je jetai violemment les rapports médicaux sur la table. « Explique-moi ça, Zoé. Dis-moi que ce médecin ment, que tu n'as pas inventé cette opération, » criai-je, méconnaissant ma propre voix. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle tenta d'abord de nier, puis s'enferma dans des excuses absurdes. « Tu as mal compris, maman. C'était une intervention privée, non enregistrée. » Mais mes yeux glacés la dénudaient de ses mensonges un à un. Et alors, à bout de fuite, elle s'effondra à genoux, sanglotant. « C'est vrai, il n'y a jamais eu d'opération. Je t'ai menti. » Le monde s'arrêta. Entre deux hoquets, elle m'avoua tout. L'argent de la maison, ma dot funéraire, tout avait été remis à un homme rencontré sur Internet. Un escroc qui lui avait promis le mariage avant de disparaître avec toute la somme. Je ne savais plus ce qui me déchirait le plus. Sa naïveté ou le fait d'avoir été trahi par celle que j'aimais plus que ma propre vie. Les mots de cet aveu atroce, irrévocable, figèrent le temps. Je restais là, pétrifiée, au milieu du salon d'une maison qui ne m'appartenait déjà plus, transformée en une statue sans âme. Je ne pus ni crier, ni pleurer. Je fixais simplement cette étrangère en larmes, celle qui venait de réduire ma vie en cendres. Ce n'étaient pas seulement les murs, les briques, les souvenirs bâtis avec mon défunt mari que je venais de perdre. Ce que j'avais réellement perdu, c'était la confiance absolue que j'avais pour l'unique être pour qui j'aurais donné ma vie, ma fille, ainsi que toutes ces réminiscences d'innocence que nous avions partagées. Elle me répétait entre deux sanglots: « J'étais si seule, maman. Il a été si gentil avec moi. J'ai cru qu'on allait fonder une famille. » Mais dans ces mots pitoyables, je ne voyais que la preuve de sa bêtise et de sa cupidité.
Elle ne comprenait pas que le fait d'avoir exploité ma maladie, d'avoir transformé ma souffrance en opportunité, était une faute impardonnable. Je ne dis rien pendant de longues minutes, ou des heures, je ne sais plus. Je laissais les échos de ces mensonges mourir dans l'air, puis me levais lentement. Quand nos regards se croisèrent, ce fut la première fois que je la vis sans amour. Il n'y avait plus que la glace et la haine. Ses supplications « Maman, s'il te plaît, ne pars pas, parlons-en, on peut arranger ça » ne m'atteignirent pas. J'enfilai mon manteau sans un mot et franchis cette porte en laissant derrière moi non seulement une maison vendue, mais aussi l'idée même d'avoir une fille nommée Zoé. Le bruit du portail métallique se refermant derrière moi recouvrit son cri « Maman !» Chaque pas que je fis ensuite m'éloigna non seulement de cette maison, mais aussi de tout ce quartier où j'avais vécu. Les vitrines, les trottoirs, les visages familiers me semblaient appartenir à un monde auquel je n'avais plus droit. Autour de moi, la vie suivait son cours, indifférente à mon cataclysme. Des enfants riaient, des couples rentraient chez eux, et j'ai compris alors qu'il n'existe pas de douleur plus grande pour une mère que d'être trahie par son propre sang et de se retrouver seule dans la rue. Toute une existence de sacrifice, ces années de labeur pour acheter cette maison, cette jeunesse donnée pour offrir un avenir à mon enfant, s'achevait sur un banc glacé au cœur de la nuit. Je tremblais non pas du froid, mais de la honte et de la détresse. Mon téléphone vibrait sans cesse dans mon sac, affichant son nom. À chaque sonnerie, le peu d'instinct maternel qu'il me restait se transformait un peu plus en colère. Je me demandais avec quel culot elle m'appelait encore et quel nouveau mensonge elle était prête à inventer. Cette nuit-là, sur ce banc, sous le bruisseau glacial de l'hiver, j'ai pris une décision. Puisqu'elle avait vendu ma confiance et mon amour de mère à un escroc, moi, je la rayerais de ma vie. Cette fille, ma fille, est morte pour moi cette nuit-là, et je le jure, je ne lui pardonnerai jamais. Les premières lueurs froides du soleil filtraient entre les arbres, comme pour me rappeler ma misère, moi qui avais autrefois tenu ma tête haute, propriétaire d'une maison fière. Ce matin-là, j'ai compris, assise sur ce banc public où j'avais passé la nuit, que j'étais devenue une vagabonde brisée. Il n'y avait ni pitié ni pleurs à céder, il fallait survivre. Mon corps me faisait mal, piqué par le vent glacial et par le froid plus profond encore de la trahison. Pourtant mon esprit était étonnamment net. Une seule personne me vint à l'esprit, peut-être la seule en qui je pouvais encore placer ma confiance. Mon amie d'enfance, Aude, qui habitait à l'autre bout de la ville et à qui je n'avais pas donné de nouvelles depuis des années. Quand je frappai timidement à sa porte, Aude m'ouvrit, encore ensommeillée et sous le choc de me trouver dans un tel état. La honte qui me submergea fut si forte que j'aurais presque fait demi-tour et fui dans l'obscurité anonyme des rues. Peut-être devina-t-elle dans mon regard éteint qu'une histoire trop terrible pour être dite se cachait derrière, car elle ne me posa pas de questions pressantes. Elle se contenta de m'envelopper d'une grosse couverture et de me tendre une assiette de soupe fumante, un simple geste de bonté qui, après l'atrocité que j'avais subie, semblait venir d'un autre monde. Assise dans cette petite chambre de fortune, protégée pour un temps du froid extérieur, je n'étais pas pour autant délivrée du chaos intérieur. Je savais que ce n'était pas la fin, mais le sinistre commencement d'un nouveau départ. Je devais rassembler mes forces, non pas pour pardonner, mais pour m'assurer que Zoé comprenne, enfin, le prix réel d'avoir détruit une mère. Ces quelques jours sous le toit protecteur d'Aude me permirent de reprendre non seulement des forces physiques, mais aussi une clarté d'esprit.
L'engourdissement paralysant né de la trahison se dissipa peu à peu et je commençai à réfléchir à la manière de réclamer justice. Parmi les maigres affaires que j'avais pu emporter, je retrouvai une vieille lettre jaunie que mon défunt mari Maurice m'avait remise des années auparavant en me disant « N'ouvre ceci que si vraiment tu te retrouves sans ressources. » L'avoir entre mes mains me fit comprendre, avec une douleur aiguë, que l'heure était venue. La lettre commençait de l'écriture familière de mon mari, « Ma chère Élise, si tu lis ceci, c'est que notre petite coquine Zoé t'a encore causé des ennuis. » La phrase me terrassa. Même Maurice, de son vivant, avait pressenti l'instabilité de notre fille avant moi. Il avait joint à la lettre la clé d'un coffre bancaire, ouvert uniquement à mon nom, dans lequel il avait placé une petite somme qu'il appelait non pas ton argent d'obsèque, mais ton argent pour recommencer. Ce n'était pas la fortune que Zoé m'avait volée, mais c'était suffisant pour offrir un nouveau départ. À ce moment-là, je compris que le dernier cadeau de Maurice n'était pas seulement de l'argent, c'était une force, une chance de me relever face à la cruauté de Zoé. Et j'étais décidée à employer ce don jusqu'au bout. Pendant que je préparais ma nouvelle vie avec le dernier cadeau de mon mari, ma fille Zoé commençait à affronter la froide réalité de mon absence. L'argent qu'elle avait perdu au profit de cet escroc n'était pas seulement mes économies. Il avait aussi attiré derrière lui des usuriers qui réclamaient désormais leur dû. Elle avait tenté de me joindre à plusieurs reprises et, ne me trouvant pas, était même retournée dans la maison qu'elle avait vendue. Mais la maison n'était plus à nous. Et je n'étais plus la mère naïve, prête à fondre devant ses larmes. Les hommes louches qui se tenaient à sa porte n'étaient pas là pour la plaindre. Ils venaient qu'exiger le paiement des dettes contractées dans l'univers virtuel où elle s'était perdue. En frappant à la porte de mon amie Aude, en hurlant « Rendez-moi ma mère, il faut que je lui parle, c'est urgent !» Zoé ne cherchait pas tant le pardon que le moyen de me ramener dans son bourbier. Quand Aude lui claqua la porte au nez en lui lançant « Tu aurais pu la laisser mourir dans la rue à cause de toi. Quel culot de venir ici !» Ce fut la première fois que la certitude de l'impunité maternelle, ce « ma mère me pardonnera », se fissura définitivement. Inconsciente que j'avais repris ma trace, que j'avais trouvé refuge grâce à Aude dans une petite chambre d'hôte modeste et que j'avais effacé toute trace, Zoé continuait de supplier, comme si j'étais toujours la femme faible dont elle avait abusé. Mais cette mère-là était morte, la nuit de la trahison sur ce banc glacé. La faible somme héritée de Maurice ne m'avait certes pas offert une fortune, mais elle m'avait permis de fuir très loin de Zoé, jusqu'à une petite ville côtière où personne ne me connaissait. Pour payer la chambre de la pension et survivre, j'ai accepté un emploi que je n'avais jamais imaginé faire. À mon âge, je me mis à travailler dans un petit restaurant de quartier. Même si mes mains me brûlaient au contact de l'eau savouneuse, mon âme se sentait plus propre que dans la maison emplie de mensonges. Pour prouver la falsification de la procuration dont Zoé s'était servie pour vendre notre maison et pour démontrer comment elle m'avait trompé en profitant de ma maladie, j'ai mis de côté chaque sou gagné et frappé à la porte d'une avocate. Quand je lui racontais l'horreur de la trahison, le mensonge de l'opération et l'histoire de l'escroc, je lus dans ses yeux une colère professionnelle qui me rassura. Je n'étais plus seule, et la justice, peut-être tardive, pourrait bien se montrer. Ma vue n'était plus guidée par la haine envers Zoé, mais par le respect que je me portais. Chaque matin, en allant travailler, je savais que mes pas et mes modestes gains faisaient partie d'un combat digne
non pas pour punir ma fille par vengeance, mais pour réclamer ce qui me revenait et défendre ma dignité. La jeune avocate avait entendu mon cri silencieux. Elle ne considérait pas cette affaire comme un simple dossier, mais comme un acte de solidarité entre femmes. Elle fouilla chaque dossier médical, chaque archive bancaire, chaque trace laissée par le mensonge de Zoé. Quand elle mit la main sur les relevés prouvant que l'argent issu de la vente de la maison n'avait jamais servi à financer mon soi-disant opération, mais avait été transféré vers un compte étranger au nom de l'escroc, même son sang se glaça. Les preuves concrètes de la trahison étaient là, irréfutables. Pendant ce temps, les dettes de Zoé s'accumulaient. Ses rêves de luxe s'étaient évaporés. Elle vivait désormais dans une chambre sombre et glaciale, harcelée par les huissiers. En voulant me tromper, elle n'avait fait que se duper elle-même. Le jour du procès arriva. Dans le couloir du tribunal, je croisais pour la première fois depuis des mois le regard de ma fille. Ce n'était plus la jeune femme fière et arrogante d'autrefois, mais une créature brisée, les épaules affaissées, les yeux pleins de peur. Mais cette image n'éveilla en moi aucune pitié. Son avocate tenta de plaider que ma santé mentale était fragile, espérant ainsi décrédibiliser mon témoignage. Mais les faux certificats d'opération, les rapports médicaux authentiques et les transferts bancaires parlaient d'eux-mêmes. Chaque mensonge fut démonté, un à un, jusqu'à ce que la vérité s'impose comme une évidence. Le jugement tomba. Zoé avait abusé de ma maladie et de mon âge, obtenu la procuration par fraude et vendu la maison sans mon consentement. La vente fut annulée, la maison me fut restituée, mais l'argent envolé vers l'escroc ne reviendrait jamais, et Zoé se retrouvait endettée, non seulement envers moi, mais aussi envers les acheteurs de bonne foi. Dans le couloir du palais de justice, elle finit par s'effondrer à mes pieds. « Maman, je t'en supplie, pardonne-moi. Ne me laisse pas aller en prison. Tu es ma fille. » Son désespoir était pitoyable, et pourtant il ne me toucha pas. Je revis en un éclair la chambre d'hôpital, la nuit glaciale sur le banc, la trahison et l'indifférence. Ce n'était pas ma fille qui se tenait là, seulement une étrangère égoïste, prête à tout pour sauver sa peau. Sans un mot, je détournai le regard et suivis mon avocate hors du tribunal. Derrière moi, il ne restait que les ruines de ce lien brisé, un passé qui ne m'appartenait plus. Désormais, elle seule devrait payer le prix de sa trahison. Pendant que je m'apprêtais, grâce au dernier cadeau de mon mari, à tracer un nouveau chemin, celle que j'avais appelée ma fille, Zoé, commençait à affronter la dure réalité de mon absence. L'argent qu'elle avait perdu au profit de cet escroc n'était pas seulement mon économie, il avait aussi attiré derrière lui des usuriers qui venaient maintenant exiger leur dû. Elle m'avait appelé à maintes reprises et, ne me trouvant pas, était même retournée à la maison qu'elle avait vendue. Mais cette maison n'était plus la nôtre, et je n'étais plus la mère naïve prête à fondre devant ses larmes. Les hommes sombres qui se tenaient à sa porte venaient réclamer le prix réel de ses mensonges. Dans sa panique, elle s'était présentée chez mon amie Aude, suppliant « Rendez-moi ma mère, il faut que je lui parle, c'est urgent ». Mais ce n'était pas du remords qui la poussait.
seulement le besoin de me ramener dans son bourbier. Quand Aude lui claqua la porte au nez en lui lançant « Cette femme aurait pu mourir dans la rue à cause de toi, comment oses-tu revenir ?» Ce fut le moment où la forteresse de l'impunité maternelle « Ma mère me pardonnera » s'effondra définitivement. Inconsciente du fait que j'avais repris ma trace, que j'avais trouvé refuge chez Aude dans une petite chambre d'hôte modeste et que j'avais effacé toute trace, Zoé continuait de supplier comme si j'étais toujours la femme faible dont elle avait abusé. Mais cette mère-là était morte la nuit de la trahison sur ce banc glacé. La maigre somme laissée par Maurice ne m'avait certes pas offert une fortune, mais elle m'avait permis de fuir jusqu'à une petite ville côtière où personne ne me connaissait. Pour payer la pension et survivre, j'ai commencé, pour la première fois de ma vie à cet âge, à travailler dans un petit restaurant de quartier. Même si mes mains me brûlaient au contact de l'eau savonneuse, mon âme se sentait plus propre qu'elle ne l'avait été dans la maison pleine de mensonges. Pour prouver la falsification de la procuration que Zoé avait utilisée pour vendre notre maison et démontrer comment elle avait profité de ma maladie, j'ai mis de côté chaque sou et frappé à la porte d'une avocate. Lorsque je lui racontais l'horreur de la trahison, le mensonge de l'opération et l'histoire de l'escroc, je vis dans ses yeux une colère professionnelle qui me rassura. Je n'étais plus seule et peut-être que la justice, même tardive, finirait par rendre droit. Ma vie n'était plus conduite par la haine envers Zoé, mais par le respect que je me portais. Chaque matin, en allant travailler, je savais que mes pas et mes modestes gains faisaient partie d'un combat digne, non pour punir ma fille par vengeance, mais pour défendre ce qui m'appartenait et préserver ma dignité. Des mois s'étaient écoulés depuis que Zoé avait été envoyée derrière les barreaux et j'avais enfin enfoui son souvenir dans les recoins les plus silencieux de mon esprit. Je m'étais construit une existence simple mais apaisée, jusqu'au jour où une enveloppe marquée du sceau de la prison atterrit dans ma boîte aux lettres. Au moment où je la pris en main, un frisson glacé me parcourut. Et lorsque j'en dépliai le contenu, les mots « Maman, je t'en supplie, pardonne-moi » me frappèrent comme une lame. Zoé écrivait qu'elle regrettait tout, qu'elle s'était laissée berner par l'escroc, qu'elle comprenait enfin combien l'absence d'une mère pouvait être insupportable. Elle ajoutait « Je suis très malade ici, maman. Je n'ai personne. J'ai compris que tu essayais de me sauver. S'il te plaît, viens me voir, ne serait-ce qu'une fois. » Mais elle oubliait une chose essentielle. Autrefois, c'est elle qui avait utilisé ma maladie comme un mensonge, comme une arme pour me dépouiller. Aujourd'hui, me dire « je suis malade » n'était qu'un écho répugnant de cette ancienne tromperie. Quand j'eus fini de lire la lettre, je la déchirai sans hésiter, morceau par morceau, avant de la jeter à la poubelle. Ce geste ferma définitivement la dernière porte entre nous. Elle n'était plus pour moi une fille à pardonner, mais une erreur à oublier, une leçon cruelle de la vie. Dès cet instant, je me plongeais à nouveau dans mon quotidien. Mon travail dans ce petit restaurant n'était plus seulement un gagne-pain, mais une thérapie. Grâce à la bienveillance d'Aude, de mes collègues, de ces inconnus devenus ma famille, j'avais appris que la vraie parenté ne se mesurait pas au sang, mais à la loyauté et à la sincérité. Peu à peu, je remplis la maison vide de nouvelles couleurs, des géraniums sur le balcon, des rires, des odeurs de café. Chaque fleur chassait un peu plus le gris de la trahison. La jeune avocate qui m'avait défendue venait encore me rendre visite. Elle était devenue plus qu'une alliée,
presque la fille que la vie m'avait refusée, respectueuse, droite, à l'écoute. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus la femme brisée qui avait tout perdu. Je vois une femme debout, qui s'est relevée seule, qui a reconquis sa maison, sa dignité et sa paix. Une femme qui a compris que même après la trahison d'un enfant, la justice et la force d'exister peuvent encore triompher. Des années s'étaient écoulées. Quand j'appris que Zoé arrivait au terme de sa peine, il ne restait en moi ni colère ni haine, seulement une curiosité lointaine, savoir comment se terminerait cette histoire. Le jour de sa libération, je me rendis sur le trottoir d'en face, devant la porte de la prison. Quand le portail s'ouvrit, la femme qui en sortit n'était plus la fille fière et éclatante que j'avais autrefois élevée. Ses épaules étaient voûtées, ses cheveux striés de gris, son visage marqué par les années de honte et de solitude. Elle leva les yeux, me vit, et dans son regard brilla soudain une lueur d'espoir, la même que celle d'autrefois dans le couloir du tribunal. Elle fit un pas vers moi, hésitant à dire « Maman », mais le temps sembla se figer entre nous, alourdi par tout ce passé qu'aucun mot ne pourrait effacer. Je la regardai, vraiment regardai, cherchant au fond de moi s'il restait d'une place pour le pardon. Mais aussitôt revinrent l'hôpital, la nuit glaciale sur le banc, l'argent volé, la trahison. Ce n'était pas ma fille que j'avais devant moi, mais l'ombre de ce qu'elle avait détruit. Je ne dis rien, je ne fis aucun geste. Je me retournai lentement, m'appuyant sur ma canne, et repris le chemin d'où j'étais venu. Elle n'était pas pardonnée et ne le serait jamais. Tandis que je tournais au coin de la rue, je pouvais imaginer cette femme restant seule devant la porte de la prison, comprenant que sa liberté nouvellement retrouvée n'était qu'une autre forme de solitude absolue. Peut-être avait-elle suivi les traces du passé jusqu'à la rue de la maison qu'elle avait vendue, ma maison que j'avais récupérée. Peut-être avait-elle levé les yeux vers ma fenêtre allumée, réalisant enfin ce qu'elle avait perdu. Elle, qui avait jadis cru acheter le bonheur avec de l'argent volé, avait fini, par un juste retour des choses, par errer sans abri, condamnée à dormir sur les mêmes bancs glacés où j'avais pleuré jadis. La vie, implacable, lui faisait goûter sa propre trahison. Les années derrière les barreaux lui avaient appris la valeur des choses qu'on ne peut acheter, la sincérité, la paix, l'amour d'une mère. Mais elle n'avait compris cette leçon qu'après l'avoir perdue pour toujours. Cette nuit-là, tandis que je m'endormais dans mon lit, entourée de ma dignité et du souvenir apaisant de Maurice, elle errait dehors, seule, payant le prix final de sa propre faute. Plein de gens m'ont souvent dit « Quoi qu'il arrive, c'est ta fille, pardonne, pardonner est noble. » Mais eux ne peuvent pas savoir ce qu'est pour une mère de voir son propre enfant convertir son moment le plus vulnérable, le lit de la maladie, en une arme pour servir ses intérêts. Pardonner, c'était accepter ce mensonge, normaliser cette trahison. Si je l'avais pardonné, j'aurais trahi la nuit gelée passée sur ce banc, l'argent gagné honorablement avec mon travail au restaurant, et surtout la dernière confiance que Maurice m'avait laissée. Zoé ne m'avait pas seulement volé une maison ou de l'argent, elle avait tué en moi ce qu'il y a de plus pur, mon amour maternel inconditionnel.
Or, ce qui est mort ne revient pas parce que le coupable a regretté. Mon refus de pardonner ne venait pas d'une rancœur aveugle, mais du respect que je me dois. C'était ma manière de tracer une limite, de me tenir droite face à l'injustice abominable qui m'avait été faite. Elle pouvait être ma fille, porter mon sang, mais elle m'a menti, elle a mis ma vie en danger, et moi, je ne l'ai jamais pardonnée. Voilà mon histoire douloureuse, comment une mère a été trahie par l'unique enfant pour lequel elle avait sacrifié sa vie, abandonnée au bord de la mort, puis comment elle s'est relevée seule des ruines. Quand elle a succombé aux promesses factices d'un escroc et m'a livrée au dénuement, elle n'a pas seulement perdu une maison, elle a perdu, pour moi, la personne que j'appelais ma fille. Les remords qu'on lui a enseignés en prison valent bien peu face à la leçon de survie que j'ai apprise sur ce banc glacé. Je vous raconte cela pour que vous sachiez, les blessures les plus profondes et les trahisons les plus cruelles viennent parfois de ceux qu'on aime le plus. Une fois ouvertes, ces plaies ne se referment jamais tout à fait. Pardonner est un choix, oui, mais parfois ne pas pardonner est une nécessité. Ce n'était pas ma colère, c'était la préservation de mon honneur, la dernière décision que je pouvais prendre pour défendre la dignité à laquelle Maurice et moi avions droit. Elle m'a menti, et pour ce mensonge qui a voulu me détruire, je ne l'ai jamais pardonné.